tous dans cet épisode 2 de la saison 3 du Guide Michelin. Aujourd'hui, on va parler neige, mais on ne va pas parler de toute la nivologie, on va parler de comment se met en place la saison avec les premières neiges. Pour ça, j'accueille une télé, un nivologue qui est déjà venu dans cette émission, Alain Duclos. Alain, bonjour. Bonjour. On va parler de ce petit sticker et plus précisément aujourd'hui, on va vraiment parler de la couche fragile, comment on peut la détecter, comment elle se met en place, si elle se met en place. On va parler des couches fragiles qui sont dites temporaires et celles qui sont dites persistantes. C'est ça. On va trouver tout au long de l'hiver, qu'ils soient actives ou pas actives. La question, c'est comment ça se met en place la neige dans nos Alpes en Europe. Parce que c'est pas la même chose, par exemple, à Whistler, au Japon. Si on parle de Whistler, la grosse différence, c'est le côté maritime. Whistler, c'est au bord du Pacifique. Donc, c'est des grosses chutes de neige que je sache un petit peu sans arrêt. Et clairement, j'ai un copain là-bas qui fait de la nivologie aussi. Et tant qu'il habitait Vancouver, qu'il faisait ses cours à Whistler, c'était juste la galère parce qu'il n'avait jamais les couches fragiles, il n'avait jamais le manteau neigeux mince, sensible, instable, qu'on peut avoir dans les Alpes françaises par exemple. Et puis après, il est parti en Alberta, dans les Rocheuses, où là, c'est entre Whistler, de suite, beaucoup de neige, et ça dure tout l'hiver à neiger, manteau neigeux très épais, et puis poum, tu fais, je sais pas, 300 ou 500 bornes à l'intérieur, et tu arrives dans les Rocheuses, où là, au contraire, tu as un manteau neigeux qui est plutôt mince, du ciel clair, de température froide, et là, il a eu les couches fragiles que nous, on redoute tant. D'accord, donc pour bien comprendre la différence, c'est que nous ici, on a souvent une chute de neige très tôt en saison, ça peut venir en fin septembre, mi-octobre, au mois de novembre. Un grand anticyclone, des belles nuits claires, donc une température de surface qui diminue, une transformation de cette neige. Alors que des endroits comme à Whistler ou au Japon, ils vont avoir un gros paquet de mauvais temps qui arrive sur un mois et demi, que des nuits nuageuses avec de la neige, tout le temps de la neige, de la neige, de la neige, ça monte, ça monte, ça monte, avec des nuages, ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, ils ont plutôt un manteau qui est homogène et compact, qui fait que la transformation, c'est-à-dire que le delta de température entre le bas et le haut du manteau, il est très faible, et il y a très peu de transformation. Alors que nous, souvent, on a un delta qui est très élevé, parce qu'il y a énormément de différence entre le bas et le haut de température, puisqu'on n'a pas beaucoup de neige et beaucoup de beau temps. Donc la qualité du ciel et la durée de beau ou de mauvais est très importante. Alors, quand tu dis Whistler, Japon, moi je disais Rocheuse, il faut quand même avoir conscience que chez nous, on peut avoir des conditions Whistler. C'est-à-dire qu'on a eu des hivers qui ont commencé avec beaucoup de neige d'entrée, et à part les grosses avalanches liées aux grosses chutes de neige qu'on a pu avoir au début, après on était peinard. Et puis on a aussi des conditions parfois, comme les Rocheuses, comme le Colorado, où on attaque avec pas beaucoup de neige, et là on a des conditions très fragiles. Donc c'est bien de savoir que, enfin c'est bien, si nous dans les Alpes françaises on a tellement de mal à gérer ce risque d'avalanche, je pense que c'est parce qu'on est un peu au milieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas un climat typiquement maritime comme à Whistler, et on n'a pas un climat typiquement comme dans les Rocheuses ou dans les Grisons en Suisse. Voilà. Et on est un peu entre les deux, et ça varie beaucoup d'une saison à l'autre. Et c'est aussi ce qui est dangereux, le fait qu'on n'ait pas des conditions constantes. C'est-à-dire que l'extrême, un peu type instable, type rocheux, c'était l'an dernier, où on a eu un manteau neigeux au début mince et fragile. Et ben, il faut savoir que ça ne va pas se passer du tout comme certaines années précédentes où d'entrée on a eu beaucoup de neige et puis un manteau neigeux relativement stable. Et d'un endroit à l'autre, parce que là, par exemple, nous dans le sud, il a déjà neigé un petit peu sur certains massifs, mais des massifs qui sont très proches, c'est-à-dire dans la même vallée, d'un côté il y a de la neige, de l'autre côté il n'y a pas de neige. Du coup, c'est pas du tout les mêmes transformations qui se passent. Là, dans le nord des Alpes, ils annoncent 10 jours de mauvais temps. Donc, et il n'y avait pas de neige avant. Donc peut-être que dans le nord, il va y avoir une mise en place qui sera toute différente que ce qu'il y a eu dans le sud ou dans l'est. Et c'est hyper localisé. C'est-à-dire que d'un vallon à l'autre, moi je le vois en habitant là où je suis dans les Hautes-Alpes. C'est-à-dire que là, en ce moment, je peux skier et trouver des endroits où il y a 40 de poudreuse. Et aller en face dans les mêmes orientations et tout, où il n'y a pas du tout de neige. Donc, ce qui va se passer par la suite, ça va être complètement différent d'un endroit à l'autre, quoi. Déjà, très clairement,
on aura des conditions de stabilité complètement différentes entre nos versants ombragés qui ont de la neige depuis un mois et puis nos versants ensoleillés qui ont eu un petit peu de neige de temps en temps, mais qui globalement sont à l'herbe, sont déneigés. Donc entre ces deux versants sur un même endroit, si on arrive à visualiser ça, c'est important. Et il me semble que pour les skieurs, ceux qui ont la chance d'habiter en montagne, ou ceux qui ont la chance d'y aller de temps en temps, il me semble que c'est important et que ça aide de repérer les versants, les endroits qui sont blancs, enneigés et potentiellement instables par la suite, on verra ça. Distinguer ça des versants où il n'y a pas de neige, où là, quand il va neiger, voilà, on aura X centimètres qui vont se poser sur l'herbe et ce ne sera pas du tout le même comportement que si ça se posait sur la neige fragile. Très bien, donc on va quand même vite fait redéfinir ce concept de neige fragile, comme tu dis, donc de couche fragile. Ok, alors une couche fragile, donc déjà c'est une couche de neige capable de s'effondrer. Très clairement, c'est une couche de neige qui est capable de se désagréger brutalement. C'est-à-dire que tant que les grains de la couche de neige en question sont collés les uns aux autres, la plaque qui est au-dessus, elle est aussi collée du coup à l'ensemble, et tout va bien, tout est stable. Par contre, si sous ce qu'on va appeler une plaque, la couche fragile a des grains qui se désagrègent, à ce moment-là, cette plaque se trouve extrêmement instable, elle a rien à quoi s'accrocher. On dit que cette plaque sur une couche fragile désagrégée, elle est décollée. Voilà. Elle peut potentiellement glisser. Capacité de casser. C'est ça. D'abord casser et ensuite glisser. Tu as tout à fait raison de le rappeler. Mais longtemps, on a parlé des couches fragiles presque exclusivement comme des couches de gobelets. Et ça, c'est pas vrai. On peut très bien ne pas faire de gobelets et quand même avoir des couches fragiles qui sont discrètes, mais qui vont très bien fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je recommande plus l'identification des couches fragiles par la pratique de tests nivologiques qui montrent le comportement de la neige que par la qualité de la neige. Qui montrent le type de grain et ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas c'est difficilement exploitable. D'accord. Moi c'était juste pour faire le distinguo souvent on dit couche fragile persistante ou couche fragile temporaire. On le voit assez bien quand il y a une chute de neige. Souvent, les couches fragiles dites temporaires, elles se font pendant la chute de neige et elles sont là 24-48 heures après maximum et après, elles disparaissent. Et elles ne reviennent pas, ces couches-là. Elles ont marché que pendant ces temps-là. Et donc ça, au tap test, on les voit très bien. Par contre, les persistantes, et j'aime bien le mot persistant et pas permanent, parce qu'elles y sont tout le temps. Elles sont persistantes, mais des fois, elles sont actives et des fois, elles ne le sont pas. Mais si tu ne l'as pas depuis le début de saison, cette sensibilité-là, eh ben, quand il neige en mai, c'est difficile si le manteau est recouvert sur une épaisseur assez élevée, plus d'1 mètre, parce que faire des coupes de plus d'1 mètre, il faut quand même rester quand même assez honnête, c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire quand on est skieur pressé, qu'on a envie de glisser, faire un trou d'1 mètre, de 2,40 m de large pour voir tout comment ça marche, des gens qui le font, ça se compte sur les doigts de la main dans les Alpes. Ouais, c'est vrai. Et nous, on ne creuse pas de mètres non plus. On n'aime pas ça, puis on n'a pas bien le temps. Pourtant, on trouve ça très très utile de creuser. Alors, il y a, je dirais pas une astuce, mais quelque chose que tu vas très très facilement comprendre et que tu pratiques certainement, c'est d'identifier les endroits où il y a moins de neige. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Juste pour rappeler, si la saison avance, même si on a loupé l'évolution, eh bien, on peut avoir de l'info sur les couches fragiles potentielles en sondant, en creusant, en faisant des tests aux endroits où il y a le moins de neige. C'est vraiment rare qu'on ne trouve pas des endroits où creuser de façon raisonnable, quoi. Enfoncer un bâton sur une bosse qui est peu enneigée, là, si c'est fragile, ça le montre. Je pense, ça peut peut-être t'intéresser, on a fait ça. Ça, c'est à mettre sur le bâton. D'accord. Ah ben ça, c'est très bien ça. Et tu vois, c'est les... justement, c'est... C'est comment ça déclenche. Voilà. Du point A au point G. Voilà. Je ne sais pas si tu as regardé le graphique des hauteurs de neige sur la station de Tignes, là, où c'est vraiment spectaculaire. Et déjà, cette année, c'est pas pareil. D'accord. Donc l'an dernier, c'est vraiment une année très particulière.
dont il était bon d'avoir conscience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se met en place, et c'est pas la même chose partout, et que quand on est en mai, et qu'en mai, d'un coup, il y a une énorme chute de neige qui vient rajouter la surcharge sur ce petit dessin-là, est-ce que ça va réactiver ces couches-là, et du coup faire des avalanches qui peuvent être quand même assez pénibles? Je sais qu'en mars, avril, mai, ma façon de skier, je vais vraiment énormément choisir mes spots en fonction de est-ce qu'il y a déjà eu énormément d'avalanches sur ces endroits-là. Mais il y a des endroits où des fois qui sont des grandes pentes à 35 très enneigées que je vais énormément craindre parce que je n'ai plus cette finesse de lecture. On se rappelle tous peut-être des couches de neige quand même de fin septembre assez énormes qui sont restées en altitude. Et puis du coup ça fait du manteau neigeux mince qui est resté mince jusqu'au 6 janvier. Donc l'an dernier, 29 septembre, 6 janvier, en altitude avec un manteau neigeux mince et qui s'est pris des températures de surface proches de moins 30 degrés vers 2008. Donc c'est la couche fragile absolument typique. Et évidemment, quand il a neigé par là-dessus, versant nord 2006 grosso modo, et on vient de déclencher une belle avalanche. Voilà. Hop. Et hop. Donc on a eu une amorce faible et très belle propagation dans une couche fragile très très bien marquée. Donc ça marche au test et ça déclenche effectivement des vastes plaques à distance en ce moment. C'était extrêmement instable. Et c'est là qu'on vient à l'autre information. Donc il y a d'une part l'information nivologique, on regarde la neige, ça c'est le mec qui est passionné, ou la fille passionnée qui regarde ça sans arrêt, il dit ah là il y a du gobelet, très bien. Et puis après il y a les avalanches qui se mettent à parler. Mais déjà, le 7 janvier, sur le déclenchement préventif en altitude, en Haute-Maurienne, on a très très vaste plaque. Donc là, je me dis, ça marche, quoi, c'est super cohérent. Alors 7 janvier, il n'y avait pas encore beaucoup de neige, donc ça n'a pas fait de dégâts. 15 janvier, à Ravis, plus de neige, ça a déjà coupé, ça a déjà provoqué des avalanches d'ampleur exceptionnelle. Et puis après, fin janvier, quoi, 28-29 janvier, des trucs très très larges qui sont partis, avec, ce qui est important, des précipitations qui, elles, n'était pas exceptionnel. Tony, je t'ai perdu ou tu es encore là? Je t'ai perdu, Tony. Donc fin janvier, là 2021, on a eu des avalanches d'ampleur exceptionnelle avec des épaisseurs de neige qui, elles, ne l'étaient pas. Et ça, c'est ce qui se passe quand on a des couches fragiles très très actives. Et puis, c'est toujours pareil, si on veut l'info couche fragile, un peu c'est la question que tu posais. Et voilà, moi, comment je sais? Si tu as le regard un peu ouvert, un peu large, tu connais toi et que d'autres et dont d'autres se rappellent peut-être aussi, c'est cette avalanche du Tabuchet à la Grave. Ouais. Quand elle s'est produite, les gens disent ah mais on l'a déjà vu, oui on l'a déjà vu, mais avec cette ampleur là qui souffle le camping, qui remonte et qui pète des carreaux à la Grave, ça c'était exceptionnel. Et c'est le signe absolument sans erreur possible de couches fragiles enfouies persistantes pour le coup. On doit obligatoirement, c'est pas suspecter, on sait qu'elles sont là. La seule raison qui pourrait faire qu'elles soient plus là, c'est que, je sais pas, au Tabuchet, elle était plus là, quoi, évidemment. Mais à part ces cas, ces pentes qu'on suit et dont on connaît l'historique, si on revient un tout petit peu au point de vue nivologique, j'ai dit que je voulais pas insister sur le type de grain. Pourquoi? Parce que quand on parle couche fragile, les gens ont tous en tête, alors gobelet, gros grain, sec. Et ce qu'on a observé assez régulièrement, mais ce qui s'est encore produit cette année, c'est que ces couches fragiles enfouies, profondes, quand elles s'humidifient, ça leur remet, entre guillemets, un coup de jeune. Ouais. Et une couche fragile mouillée, ça marche aussi. Le truc qu'on a observé aussi l'hiver dernier et dont il faut quand même un petit peu parler, donc on a bien compris que c'était un manteau mince avec beaucoup de temps de nuit claire, un delta de température entre le haut et le bas du manteau qui transforme cette neige en grains beaucoup plus gros, ce qui fait que ces grains peuvent devenir persistants en termes de couches fragiles. Mais ce qui se passe des fois dans un manteau qui est plus épais, parce qu'il y a plein de gens qui pensent, ils disent « Ah, manteau épais, tranquillité ». Mais comme l'année dernière, il y a eu un manteau à un moment qui était assez épais, mais au milieu de ce manteau épais, de la neige avec de l'eau, avec le tout mouillé qui a fait une carapace, une croûte de glace. Et une fois que cette croûte est faite,
les deltas ne sont plus linéaires dans le manteau. Donc on se retrouve avec 2 deltas de nouveau. Donc de nouveau au milieu, autour de ces couches suspectes, là, la couleur nous la faisait voir facilement. Hein. Et bien on se retrouve de nouveau avec une création de couches fragiles comme on peut avoir en début de saison, mais au milieu du manteau. Première couche fragile dans la neige récente, là, qui fonctionne bien. Bien sûr, la deuxième très très bien sur la croûte de Rogel, couche fragile aussi la croûte de Rogel. Et là on en a d'autres. Et encore. Donc ici le gros gobelet qui est au fond a très très bien fonctionné aussi. Et de nouveau, on a une lecture un petit peu complexe, mais au tap test, ça apparaît facilement si on met les mains dans la neige. Donc c'est pour ça que l'approche nivologique, à mon avis, c'est-à-dire l'approche nivologique, c'est-à-dire regarder les grains, anticiper le type de grain, c'est forcément incomplet. Ce qui se passe dans le manteau neigeux, en fait, c'est ce qui se passe dans tout le manteau neigeux. Tu as 30 cm de neige ou 50, moins 30 en surface, 0 au sol. Ce qui se passe entre les deux, c'est des métamorphoses donc de delta ou de fort gradient qui vont donner ces gobelets. Voilà. Et puis là, fort habilement, tu en viens à la complexité. Et il faut souligner maintenant que, en fait, à chaque fois qu'il y a une couche dense, donc une couche dense, mettons, si on est un tout petit peu technique, mettons qu'on a un manteau neigeux, grosso modo la neige est à 200 kg par mètre cube, hein, c'est une neige un peu ancienne, 200 kg par mètre cube. Et ben, si au milieu de ça, on a une couche à 400 kg par mètre cube, et ben, c'est cette discontinuité dont je parle. Et c'est-à-dire que de part et d'autre de cette couche dense, eh bien, au-dessus et au-dessous, on aura un gradient de température, un delta spécialement fort, propice à la formation nouvelle de couches fragiles. Et ces couches fragiles, de part et d'autre de ces couches denses, elles peuvent être minces, mais quand même persistantes. Et donc ces couches denses, c'est quoi? Effectivement, qu'est-ce qui va faire que la neige se densifie? Bien sûr, c'est qu'elle se réchauffe. Et donc elle va se réchauffer si ça tombe mouillé. Elle va se réchauffer très bien si le sable la teinte. Voilà. Donc tous ces facteurs qui tendent à favoriser la formation de couches denses peut, dans un second temps, favoriser la formation de couches fragiles, nouvelles, et dont il faut aussi parler. Cette balise de prélèvement est une source d'infos incroyable parce qu'on voit très bien donc, toutes ces petites dents bleues qui nous disent qu'on est dans le négatif. Et à quelques instants, en plein hiver, on a des petites dents rouges qui montrent bien qu'à un instant T, à des altitudes élevées, 2008, eh bien, on a du positif. On a des fois de l'eau liquide qui arrive. Donc on a quelque chose, et c'est à prendre en considération. Moi, je ne suis pas nivologue ni quoi que ce soit. Je m'en fiche exactement des transformations ou des types de grains, comme tu le disais. Par contre, ce que j'aime bien avoir, c'est il a neigé tôt, 10 jours de beau temps. Je vois bien que le beau temps fait quelque chose à la neige. Et que ce quelque chose, je me le trimballe tout l'hiver. Il y a de la bonne poudreuse, je me régale en ski. Là-dessus, il y a un nuage. L'ISO monte à 4000, un peu d'eau, et je me retrouve avec de la croûte inskiable et je suis deg. Je suis deg, ça fait le magma. Et ce que je me rends compte, c'est qu'à la chute de neige d'après, eh ben, ça refait cette création de choses qui, moi, m'embêtent parce que je vois que derrière, je peux les mettre en mouvement, quoi. Donc, moi, c'est plutôt sur comment ça marche au niveau ressenti que ça m'intéresse. Pourquoi je me suis concentré depuis quelques années sur les tests nivologiques? C'est parce qu'à chaque fois qu'on fait des tests nivologiques sur un site d'accident, ça fonctionne terriblement bien. C'est-à-dire qu'au tap test, on a très vite un effondrement. La propagation avec la scie ou en tapant également, ça marche très très bien. Donc on ne peut pas passer ça sous silence. Si on arrive à inverser le système, ça serait super bien. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit toi qui vienne après, il faudrait que ça soit nous, avant, qui ayons lu ça, pour quand on voit que ça marche très très bien, ben justement trouver un endroit où ça marche pas comme ça. Et pour se régaler à skier quand même. On fait un peu du ski groupé. Je vous filme passer devant les trois, mais restez groupés. Tac, très proche. Prêt ?
très proche. Tu vas arriver à suivre, Tony, ouais? Je suis pas sûr. Dans le printemps, rebelote. C'est-à-dire qu'au printemps, on a bien souvent un manteau neigeux qui se retrouve aussi à 0 degré. Parce que ça fond, ça gèle, ça fond, ça gèle. Tout ça, c'est super à skier. Vous skiez avec Tommy, il vous emmène dans la moquette, c'est génial. Si on neige par là-dessus, rebelote. C'est-à-dire qu'on a une base à 0 degré. C'est pas le sol, c'est pas la terre, c'est la vieille neige. Mais c'est quand même très inerte à 0 degré. Et si ça remet 15-20 là-dessus, hop, un petit même moins 10, moins 20 en température de surface neige, hein, pas d'air. Un petit moins 10, moins 20 en surface, et ça y est, rebelote, on a de nouveau une couche fragile qui se forme. Et c'est pour cette raison que, effectivement, pour la personne qui vraiment essaye de se faire sa propre estimation, ces tests, tap-test, tests de propagation, c'est la seule solution, en tout cas, à ma connaissance, la plus fiable pour identifier ces couches fragiles avant que l'avalanche se produise. Parce que, voilà, une fois que l'avalanche se produit, c'est clair, on a couche fragile là et là et là. Mais évidemment, il y a celui qui va ouvrir le bal, et dans ce cas-là, effectivement, c'est l'opportunité de faire ces tests nivologiques avant que moi je vienne les faire une fois que l'avalanche est produite. Et ce dont on s'aperçoit en côtoyant des publics différents, c'est que cette capacité qu'on a à creuser à l'endroit intéressant, cette capacité n'est pas si facile à acquérir. Donc bien prévenir tes auditeurs, Tony. Il faut quand même se méfier des tests négatifs, en fait. C'est ça. On creuse, on fait un test, tout va bien, ça va être bon. Attention, il faut quand même beaucoup de pratique. On va dire ce qui est sûr, c'est qu'un test positif, tu tapes, tout s'écroule, tu donnes un coup de scie, tout se propage, là il n'y a pas photo. C'est ça. Tu sais, on met pas mal de vidéos en ligne sur Data Avalanche, de tests, mais nous on met en ligne, on met les vidéos des tests positifs. Ouais, mais t'as pas osé mettre des tests négatifs. En fait, on en fait plein des tests. C'est négatif, c'est négatif, c'est négatif. Donc là, on est sûr de notre coup. Par contre, on a un petit peu peur que nos copains montagnards ou montagnardes, en ayant fait un test négatif, extrapolent beaucoup trop. Et c'est un petit peu ce qui était arrivé avec parce que des tests, on n'est pas les premiers à en faire, hein, loin de là. Il y a les roche blocs, là, les coins suisses, oui. Qui ont 50 ans d'âge. Et ce qui avait mis un peu un terme à cette pratique, c'est ça, c'est qu'il y a eu 1 ou 2 accidents. Les mecs, ils venaient de faire un test négatif, ils disent c'est bon, on y va, et bam, toute la pente s'est barrée. Un test positif, c'est clairement une mise en alerte. Un test négatif, à prendre avec des pincettes. C'est un ensemble. C'est pas là, tout le monde, moi, me demande toujours des outils on, off. Oui, ouais. Non. C'est pas ça. Ça demande, comme tu disais, une expertise dans le sens, il faut y passer du temps, il faut comprendre comment ça marche, il faut savoir où c'est qu'on est exposé, où c'est qu'on n'est pas exposé. Quand on fait du ski, dans une pente supérieure à 30 degrés, on n'est pas en sécurité. Même si on peut le faire de façon raisonnable à des moments, on est quand même dans des endroits où on n'est pas en sécurité. Donc il peut nous arriver des bricoles. Et de la même façon, en montagne, nos indicateurs, notamment les 6 paramètres dont tu parlais, ouais. Ça ne te dit pas ce que tu as le droit de faire ou pas. Non. Par contre, c'est ton compteur. C'est ça. Et après, d'avoir le comportement adapté au compteur. Tous ces petits tap tests, ces petites sensibilités à la neige, si elles sont faites avant, je trouve ça beaucoup plus pertinent que de les voir après, où on se dit « Ah ben ouais, c'était sûr ». Il faut quand même un petit peu se tenir au courant de la saison, de ce qui se passe des avalanches observées, les observer soi-même, être capable de mettre les mains un petit peu dans la neige et pas forcément sous 2 mètres de neige, comme tu le disais, être capable de lire le terrain pour aller chercher l'info qui va nous être pertinente ce jour-là. Et quand même, comment est-ce qu'on a appris ? On a appris essentiellement en allant regarder la neige sur les ruptures d'avalanche. Alors évidemment, il ne faut pas que j'incite n'importe qui à aller se promener sous les ruptures. Hein. Il faut un peu de discernement pour savoir ce qui est safe et ce qui n'est pas safe. Et allez faire des tests sur des ruptures de petites plaques, hein, sans vous exposer, et vous verrez que ce qui est parti à grande échelle avec une plaque, c'est ce qu'on reproduit avec un test, quoi, qui est juste le modèle réduit de l'événement qui s'est produit. Très bien, c'est une super conclusion. Alain, merci pour tous ces conseils, pour tous ces tips, ces tricks, pour tout le temps que tu passes dans la neige, et puis pour toutes les choses que vous faites, comme celle-ci.
Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, partagez, commentez. N'hésitez pas à regarder les anciens épisodes parce qu'il y a des choses à apprendre dans tous les épisodes. Bon ski et regardez bien si vous voyez les couches fragiles. À bientôt, ciao! Salut Tony. Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.